En 2019, lors de la Mostra de Venise, un événement habituellement consacré à la célébration et à la récompense des œuvres audiovisuelles, un film en particulier a suscité une vive polémique. J'accuse, un film français mettant en vedette Jean Dujardin, a attiré l'attention non pas pour ses performances d'acteur ou pour son thème qui a reçu des avis assez mitigés, mais pour son réalisateur, Roman Polanski. Ce soir-là, lors de la présentation du film, accompagné des acteurs, il manque à l'appel. En effet, Polanski, âgé de 86 ans à l'époque, est au milieu d'une énorme controverse depuis maintenant une quarantaine d'années. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, ça a fait grand bruit dans la presse, et en écrivant la vidéo, j'étais loin de me douter de l'ancienneté de l'affaire et du bourbier que c'est. Le mec se traîne pas mal de casseroles depuis maintenant pas mal d'années. En 1977, Roman Polanski, alors âgé de 44 ans, est arrêté à Los Angeles pour des accusations très graves. Une certaine Samantha Gailey l'accuse d'agression sexuelle sur elle, alors qu'elle était âgée de seulement 13 ans. Roman Polanski doit rendre des comptes à la justice et à sa victime. Il se voit inculpé de 6 chefs d'accusation, viol sur mineur, sodomie, fourniture de substances prohibées à un mineur, actes licencieux de débauche et relations sexuelles illicites avec perversion. Un deal est fait avec la police, s'il plaide coupable pour rapports sexuels illégaux avec une mineure, toutes les autres charges seront abandonnées contre lui. À la suite de son procès, il est condamné à une peine assez ridicule de 90 jours de prison, mais vous voulez quoi, c'est les États-Unis, qui sera ensuite réduite à 42 jours pour conduite exemplaire. Cette affaire, ça signe le point de départ de la fin de vie d'homme libre de Polanski et le début d'une vie de cavale. Car oui, même si Polanski a purgé sa peine et qu'il a donc payé de son crime, le juge, estimant que la peine infligée est trop clémente, appuyé par la presse et l'opinion publique, il décide de recondamner Polanski. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de prendre ses jambes à son cou et de se barrer en France, car notre beau pays refuse l'extradition de ses ressortissants et que Polanski possède aussi la double nationalité française. Faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 40 ans après, Roman Polanski est toujours réclamé par les États-Unis pour son procès, il est considéré comme fugitif par Interpol et un mandat d'arrêt international est posé sur ce connard. Son procès devrait avoir lieu d'ailleurs en 2025. Les seuls endroits où il a le droit de circuler librement sans retourner à la case prison sont la Pologne, la Suisse et bien évidemment la France. Cette affaire, l'une des plus controversées et clivantes de ces dernières décennies, divise autant les fans de cinéma que les acteurs de cette industrie. Nous avons pu voir au cours des années des pétitions se créer pour laisser le frérot tranquille, signées notamment par des gens comme Martin Scorsese, Wes Anderson, Guillermo del Toro, Luc Besson, Sigourney Weaver ou encore Catherine Deneuve. Dans une époque où le peuple s'insurge des mauvaises actions de personnalités médiatisées et surmédiatisées via des mouvements comme MeToo et Balance ton porc, c'est pas étonnant que toute une partie de l'industrie et de la population le cancelle de tous les événements où il est censé aller, mais est-ce que c'est quelque chose que l'on peut juger de juste? C'est donc tout naturellement qu'en 2019, l'annonce de la sélection de son film J'accuse ne ravit pas tout le monde. Le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, défend son choix, estimant qu'il est selon lui nécessaire de séparer l'homme de l'artiste, et ajoute « Les problèmes de Polanski avec la justice californienne et sa conscience sont ses problèmes personnels, mis à part le fait que je pense qu'après 40 ans de tribulation, il a payé pour ce qu'il a fait. Mais pour moi, en tant que directeur de festival, ce qui compte, c'est qu'il a fait un grand film. » J'aimerais faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, c'est probablement le sujet le plus touchy que j'ai traité depuis le début de ma chaîne. N'hésitez surtout pas à mettre pause à n'importe quel moment de la vidéo pour réagir à ce que je dis ou à donner votre avis, ça m'intéresse vraiment, mais par contre j'aimerais que l'espace commentaire reste un espace cordial et respectueux, je n'accepterai aucune insulte envers moi ou n'importe quel viewer qui n'est pas de votre avis. L'affaire Polanski c'est un vrai bourbier qui n'est pas prêt de se terminer, on en reparlera. Le fait que le grand public se rende compte qu'une personne qu'ils admirent par son travail soit en fait un énorme sac à merde, c'est pas quelque chose qui date d'hier, loin de là. Vous avez déjà peut-être vu ou aperçu ces tableaux. Certains vont dire que c'est stylé à première vue, même si les plus spécialistes d'entre vous remarqueront la perspective complètement foirax au max. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est que personne en regardant ces tableaux s'est dit que le même mec qui les a peints décidera quelques années plus tard de foutre des millions d'innocents dans des camps, tout droit vers leur mort. Comme quoi, ne refusez jamais une personne dans une école d'art au risque qu'il décide de péter un plomb et de faire un génocide à ampleur mondiale. Non, plus sérieusement, Hitler, l'artiste, c'est un des running gags les plus tristes de l'histoire de l'art. Beaucoup de gens pensent que s'il avait été accepté aux Beaux-Arts, il n'aurait jamais été à la tête de l'Allemagne et donc de facto, rien de tout ce qui s'est passé ne se serait passé. Vous êtes conscient que c'est plus compliqué que ça, hein. Enfin, je veux dire, les effets papillons ça existe, il y a qu'à regarder Breaking Bad. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour vous inviter à aller voir la série Love, Death and Robots sur Netflix. Toute la série est vraiment intéressante, mais il y a un épisode en particulier très sympa sur ce qu'aurait pu être le monde si Hitler avait fait des choix différents. Si pour ce dernier, son art étant assez médiocre et sa période artistique n'étant vraiment pas très expansive, nous sommes tous d'accord pour dire que personne ici n'a été fan de ce mec,
j'espère. Je peux lui donner. Attends, voir. Ah oui. C'est Minecraft qui voulait. Par contre, en termes d'influence et de révolution artistique, un certain Pablo Picasso n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Déjà parce qu'il est mort, et que la simple vision de cette œuvre, ou encore de celle-ci, doit vous faire remonter quelques PTSD de vos anciens cours d'art plastique. Même s'il est évident que son talent artistique ne peut être remis en question, il est l'un des cofondateurs du cubisme, un mouvement artistique novateur qui a changé la façon dont les artistes représentent la réalité en décomposant les formes et en les recomposant sur différents angles. Ayant produit des œuvres considérées comme certaines des plus importantes de l'histoire, Picasso était pourtant dans la vie privée un énorme fils de pute. Voilà, pas de transition. Il était notamment très misogyne, mais tu me diras, pour l'époque, c'est pas non plus si rare que ça. Ce qui est plus problématique par contre, c'était sa fâcheuse tendance à agresser et violer ses muses et ses compagnes. Le critique d'art Pierre Cabane écrit ceci à son sujet. Quand une femme l'ennuie, il se montre avec elle parfaitement odieux. Si elle s'éloigne, il est furieux. Si elle lui fait des reproches, il la bat. En bon espagnol, il considère les femmes comme des esclaves. Malheur à elle si elle manifeste une quelconque personnalité. Je vous invite à aller voir cette excellente vidéo si vous voulez diguer un peu plus sur le sujet de Picasso, c'est vraiment intéressant. On reparle d'artisme. Salvador Dali, né en 1904 en Espagne, est un artiste prolifique et versatile ayant développé un style distinctif caractérisé par des images oniriques, des juxtapositions inattendues et une précision méticuleuse. Il a été fortement influencé par la psychanalyse et par Sigmund Freud, explorant les thèmes de l'inconscient, des rêves, de la sexualité à travers son art. Dali est également connu pour sa personnalité assez excentrique et provocatrice, ainsi que pour ses talents multiples incluant la peinture, la sculpture, la photographie et le cinéma. Mais une partie un peu plus méconnue de ce type, c'était son idée farfelue de créer une religion à mi-chemin entre le racisme et le nazisme. Vous allez voir, c'est archi fun. Alors, d'après lui, et selon l'une de ses lettres qu'il a envoyées à André Breton, il souhaitait créer une religion, je cite, à la fois sadique, masochiste, onirique et paranoïaque. Et de préciser, une foi essentiellement anti-chrétienne et matérialiste, basée sur le progrès des sciences, autrement dit sans Dieu et scientifique. À côté de ça, il ne cachait pas sa grande admiration pour le régime de Franco, il avait un petit faible pour les idéologies de Mussolini et de Hitler. Non, vraiment, le frérot était archi fatigant, je sais pas comment des gens pu supporter ça. Je crois que ce martien veut communiquer. Ce genre de situation, ça la fout un peu mal. Venant d'études d'art et ayant étudié les œuvres de Picasso ou Dali par exemple, on nous a jamais sensibilisés sur l'homme derrière. En général, on nous montre l'aspect artistique de la personne sans trop s'attarder sur sa vie personnelle, surtout quand elle est très borderline. Et nous, en tant que spectateurs, simples consommateurs d'art et de création artistique, nous pouvons consciemment ou non nous mettre à idéaliser ces artistes pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Quand une personnalité publique, artiste ou peu importe commence à attirer le public sur ses créations, il s'ensuit généralement une idéalisation du public que l'on appelle aussi grossièrement fan, qui est plus ou moins violente en fonction du degré de momie, de daddy issues de certains. Les termes fangirl et fanboy par exemple décrivent une personne qui est un fan intense et dévoué d'une célébrité, d'une franchise, d'une œuvre artistique ou d'un univers fictif. Les fangirls et fanboys expriment souvent leur passion par des manifestations émotionnelles comme des cris, des pleurs ou par la création de fanart, fanfiction et autres contenus inspirés par leur objet de fandom, ou encore en cassant les couilles sur Twitter à foutre des extraits de K-pop de manière complètement random. Les exemples les plus mainstream sont justement les fans de K-pop, mais aussi les fans de Taylor Swift, appelés les Swifties. D'ailleurs, ils vont renommer de putain de ville en son nom, je suis abattue. Mais il y a aussi toute cette période Justin Bieber, les boys bands avec les One Direction et autres Beach Boys, Backstreet Boys, bla 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 bla. De manière plus spécifique, et pour le coup, je vais surtout viser les girls, les groupies sont elles généralement des adolescentes ou des jeunes femmes qui sont extrêmement fans d'un groupe de musique ou d'un artiste en particulier. Les groupies sont connues pour suivre leurs idoles de concert en concert, attendre devant les hôtels, les aéroports et essayer de rencontrer ou de passer du temps avec les membres du groupe ou les artistes qu'ils admirent. Le terme a été popularisé dans les années 60-70 avec l'essor des groupes de rock. Les groupies ne se contentaient plus seulement d'assister au concert, mais cherchaient souvent à établir une relation plus personnelle avec les artistes, allant parfois jusqu'à entretenir des relations amoureuses ou sexuelles. Dans la culture populaire, les groupies sont parfois perçues de manière très négative, étant vues comme des personnes obsédées ou superficielles. Cependant, elles jouent aussi un rôle important dans la dynamique de la célébrité et de la fan culture, montrant à quel point certains artistes peuvent avoir un impact profond sur leurs fans. Un exemple qui me vient en tête, c'est quand l'acteur Robert Pattinson avait été victime d'une groupie qui stalkait devant son hôtel lors d'un de ses tournages en Espagne. Genre la meuf stalkait devant son hôtel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un jour, il se faisait visiblement beaucoup trop chier, il décide de descendre et de l'inviter à manger. Tout en étant
étant le pire date possible. D'après ses mots, je crois que je l'ai saoulée avec tous les problèmes que j'avais dans la vie et elle n'est jamais revenue. Ça, c'est quand les stars sont conscientes du pouvoir qu'ils ont sur leurs fans et qui décident de ne pas en profiter. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'inverse se produit ? Rien de mieux pour commencer cette descente dans l'enfer des personnes de pouvoir abusant délibérément de leur position pour être les pires êtres humains sur Terre que de parler d'Onision. Onision, de son vrai nom Gregory James Daniel, est une personnalité controversée d'internet, principalement connue pour ses vidéos sur YouTube et a commencé à attirer l'attention avec ses vidéos humoristiques avec notamment Banana Song. Et ses critiques sociales. Cependant, sa carrière a été marquée par de nombreuses controverses et allégations. Plusieurs femmes ont accusé Onision de comportements manipulateurs, abusifs et inappropriés. Ces accusations incluent des relations avec des fans mineurs et des dynamiques de pouvoir déséquilibrées, mais genre vraiment. Onision a partagé plusieurs aspects de sa vie personnelle sur ses chaînes, y compris ses relations et ses croyances personnelles. Il est marié à Kai, qui est également une figure controversée en ligne. Leurs relations et les dynamiques au sein de celle-ci ont souvent été au centre des accusations portées contre eux. Il a été accusé d'entretenir des relations inappropriées avec des fans mineurs. Ces accusations incluent des conversations explicites en ligne et des rencontres en personne. Kai, son épouse, a également été impliquée dans certaines de ces accusations, ce qui a encore plus intensifié les critiques à leur égard. Il a souvent attaqué personnellement des individus dans ses vidéos, y compris des fans, des ex-partenaires et d'autres youtubeurs. Ces attaques ont contribué à son image négative et ont souvent été vues comme du harcèlement en ligne. Et les ex-partenaires d'Onision, parlons-en. Sky Tantaga, la première femme d'Onision, ils se sont mariés en 2005 et ont divorcé en 2010. Leur divorce a été très tumultueux avec des accusations mutuelles de comportements inappropriés, Sky ayant déclaré qu'Onision l'avait traité de manière cruelle pendant leur mariage, y compris des abus émotionnels et financiers. Shiloh Hoganson, chanteuse canadienne qui a commencé à sortir avec Onision lorsqu'elle était encore adolescente, a accusé Onision d'abus émotionnels et de manipulation. Elle a décrit des incidents de contrôle excessif, de coercition et d'humiliation publique. Leur relation a été fortement documentée sur les chaînes YouTube d'Onision, souvent de manière voyeuriste et exploitante. Elle a affirmé qu'Onision l'avait filmé lors de moments de détresse émotionnelle sans son consentement, ce qui a été perçu comme extrêmement invasif et abusif. En 2019, une enquête du FBI a été ouverte en réponse aux nombreuses accusations portées contre Onision, notamment les allégations d'exploitation sexuelle et de manipulation. Et en janvier 2020, YouTube a démonétisé les chaînes d'Onision, empêchant ainsi la génération de revenus publicitaires. Cette action a été prise en réponse à la pression publique et aux preuves accumulées contre lui. Adrienne Jorgensen, brièvement impliquée avec Onision vers 2011, et leur relation s'est rapidement détériorée. Après leur rupture, Adrienne a publié une lettre ouverte décrivant Onision comme manipulateur et contrôlant. Elle a aussi affirmé qu'il essayait de la contraindre à faire des choses avec lesquelles elle n'était pas à l'aise et qu'il était émotionnellement abusif. Billy Dawn Webb, relation polyamoureuse avec Onision et son mari Kai, a accusé Onision et Kai de manipulation émotionnelle et d'abus psychologiques. Il l'a publiquement humiliée en divulguant des détails intimes de leur relation et en la punissant pour des infractions perçues comme fumer du cannabis. La relation a été marquée par des dynamiques de pouvoir déséquilibrées où Onision et Kai utilisaient leur influence pour contrôler et manipuler Billy. Sarah, une fan mineure qui a été accueillie par Onision et Kai chez eux à plusieurs reprises avant sa majorité, a accusé Onision et Kai de grooming lorsqu'elle était mineure. Elle a affirmé qu'une fois majeure, ils ont initié une relation sexuelle avec elle, ce qui a été perçu par beaucoup comme une exploitation d'une relation préexistante avec une mineure. Onision a été bannie de Patreon après avoir doxé l'une de ses victimes présumées. Cette action a été une réponse directe à ces violations de conditions d'utilisation de la plateforme. La communauté en ligne a largement condamné Onision, plusieurs pétitions ont été lancées pour le bannir définitivement de YouTube et d'autres plateformes, et honnêtement c'est bien fait pour sa gueule. Ce mec c'est une sombre merde et a été l'un des exemples les plus médiatiques de grooming de masse sur les réseaux. Les accusations de relations abusives, de comportements inappropriés avec des mineurs et de harcèlement en ligne ont profondément affecté sa carrière et son image publique. Les actions prises par des plateformes comme YouTube et Patreon, ainsi que les enquêtes en cours, montrent l'ampleur de la gravité des accusations portées contre lui. D'ailleurs, il y a un documentaire intitulé Onision in Real Life qui a été produit par Discovery+, examinant les accusations et les controverses autour d'Onision. Ce documentaire a attiré une attention supplémentaire sur ses actions et a amplifié les appels de la justice. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir, c'est disponible sur Amazon, par contre pas en France, donc faut un VPN et pour l'instant je suis pas sponsor, donc
Ce genre de grooming a été aperçu dans plusieurs affaires de créateurs sur internet, bien évidemment, sinon ça serait pas fun. Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Avec notamment Austin Jones, chanteur et youtubeur populaire connu pour ses reprises de chansons et ses vidéos de vlog, qui a été accusé d'avoir manipulé des fans mineurs pour qu'ils lui envoient des vidéos sexuellement explicites, notamment de twerk. Il a utilisé sa notoriété pour gagner la confiance de ses jeunes fans avant de les exploiter. En 2019, il a plaidé coupable à des accusations de production de pornographie infantile et a été condamné à 10 ans de prison. James Charles, un youtubeur et influenceur beauté, qui a fait face à plusieurs accusations de grooming par des mineurs. Les accusations ont affirmé qu'il avait envoyé des messages inappropriés et explicites à des adolescents. Il a nié les accusations, mais les controverses ont affecté sa carrière et ses partenariats commerciaux. Craig Thompson, connu sous le pseudonyme Lad, a été accusé d'avoir envoyé des messages inappropriés, d'avoir eu des comportements suggestifs avec des mineurs. Plusieurs victimes présumées ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux notamment. Il a admis certaines de ces accusations dans une vidéo de réponse, ce qui a entraîné une perte de sponsors et une diminution de la popularité en ligne. Carson King, connu sous le nom de Call Me Carson, a été accusé de grooming par 2 jeunes femmes qui ont affirmé avoir eu des conversations inappropriées avec elle lorsqu'elle était mineure et lui adulte. Bordel, internet! Jared Knabenbauer, connu sous le nom de Pro Jared, a été accusé par plusieurs jeunes fans d'avoir utilisé sa position de créateur de contenu pour obtenir des photos explicites d'eux. Les accusateurs affirment qu'ils étaient mineurs au moment des faits. Jared a nié les accusations, mais la controverse a eu un impact significatif sur sa carrière et sa réputation. En France, on a aussi nos petites pépites comme El Famoso Norman et In the Panda qui, tous deux, ont été accusés de grooming. Cette sauce sorcière a été fortement médiatisée grâce au hashtag MeToo, Balance ton porc et sa variante Balance ton youtubeur en France notamment, qui a mis en lumière beaucoup de comportements très graves de personnalités publiques. Ça, ce sont des événements relativement récents avec internet, les réseaux, l'arrivée des gros influenceurs et des créateurs de contenu avec des fanbases de plus en plus énormes. Quand Monsieur Tout le Monde se retrouve propulsé au rang de semi-star et adulé par des milliers de fans pour la plupart très jeunes, bah ça fait pas mal de dégâts. Mais dans le monde de la musique, les exemples ne sont pas moins tristement célèbres. D'ailleurs, je crois que c'est là où il y a le plus de dingueries sans déconner. Prenons l'exemple d'un mec pas très connu, Michael Jackson. Le roi de la pop a eu une carrière musicale légendaire, soit, mais a également été au centre de nombreuses controverses, en particulier concernant des accusations de comportement inapproprié avec des enfants. En 1993, Jordan Chandler, un garçon de 13 ans, et sa famille ont accusé Michael Jackson de comportement inapproprié et d'abus sexuels. Il a affirmé que Jackson avait engagé des comportements inappropriés avec lui lors de visites dans sa maison à Neverland. La famille Chandler a donc intenté une action civile contre Jackson, et l'affaire a été réglée hors cours en janvier 1994 pour un montant estimé de 15 millions de dollars. Jackson a toujours nié les accusations et n'a jamais été inculpé pénalement à cette époque. En 2003, un documentaire intitulé Living with Michael Jackson, réalisé par Martin Bashir, a été diffusé. Dans ce documentaire, Jackson a admis partager son lit avec des enfants, ce qui a conduit à une nouvelle vague de préoccupations publiques. Quelques temps plus tard, Gavin Arvizo, un garçon de 13 ans, a accusé Jackson de l'avoir molesté. Les accusations ont mené à un procès pénal en 2005. Celui-ci a duré 5 mois, au cours desquels Jackson a fait face à plusieurs chefs d'accusation, y compris abus sexuels sur mineurs, tentative de complot pour commettre un enlèvement et administration d'alcool à un mineur. En 2005, MJ a été acquitté de toutes les charges. Le jury a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prouver les accusations au-delà de tout doute raisonnable. Rebelote, en 2019 et bien après la mort de MJ, HBO diffuse le documentaire Living Neverland dans lequel Wade Robson et James Safechuck, 2 adultes, ont accusé Jackson de les avoir abusés sexuellement lorsqu'ils étaient enfants. Le documentaire a relancé le débat public sur les accusations contre Jackson, provoquant des réactions polarisées. Certains ont soutenu les présumées victimes, tandis que d'autres ont défendu Jackson et mis en doute la crédibilité des accusateurs. La succession de MJ et sa famille ont vigoureusement nié les allégations et ont intenté une action en justice contre HBO pour la diffusion du documentaire. Le problème de toutes ces affaires, c'est que concrètement aucun procès a mené à une condamnation de MJ, soit par manque de preuves, soit par mensonge assumé des parents des enfants souhaitant juste gagner une part de son immense fortune. Comme beaucoup doivent peut-être le savoir, Michael Jackson était atteint d'un syndrome nommé le syndrome de Peter Pan, qui contrairement à son nom ne signifie pas kidnapper des enfants tout en volant et en chantant « tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles », mais est un terme informel utilisé pour décrire des adultes, principalement des hommes, qui ont du mal à se comporter de manière mature et responsable. Les caractéristiques incluent un refus de la responsabilité adulte, une dépendance émotionnelle, un comportement immature et une idéalisation de la jeunesse. Les causes peuvent inclure une éducation surprotectrice, des expériences de vie traumatiques et des traits de personnalité spécifiques. Les conséquences peuvent être des problèmes financiers, relationnels et de santé mentale, comme par exemple dormir avec des enfants. Moi, quand je vois un peu l'histoire du bonhomme, bah, je suis surtout triste. Le mec
mec a été très jeune propulsé dans le monde du business et de la fame par son père qui était un véritable tyran. Il a eu zéro enfance et même si beaucoup de gens n'arrivent pas à relate car ça va, il y a pire, le mec était turbo riche, effet mousse, on va pas le plaindre, tu vois. Bah ça a quand même ouvert les yeux sur ce que l'exploitation d'un talent d'un gosse peut faire sur la psyché de celui-ci. Ses comportements inappropriés envers les fans, il y en a des chiés, c'est terrifiant. Par exemple, R. Kelly, accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle et de manipulation de jeunes filles et de femmes, y compris des mineurs, accusations qui se sont accumulées sur plusieurs décennies, jusqu'en 2021 où il est reconnu coupable de crimes fédéraux, de racket et de trafic sexuel. Marilyn Manson, une des personnes les plus insupportables que la Terre ait portées, musicien et artiste de spectacle accusé par plusieurs femmes, dont l'actrice Evan Rachel Wood, d'abus psychologiques, physiques et sexuels. Ces accusations ont entraîné la résiliation de contrats et l'annulation de concerts, ainsi qu'une enquête par les forces de l'ordre. Anthony Kiedis, frontman des Red Hot Chili Peppers, attiré par des filles très mineures, déjà engagées dans des relations avec des fans mineurs, et continuant la relation bien après être au courant de leur âge. En France, c'est notre célèbre ogre national Gérard Depardieu, accusé depuis 2018 d'agression sexuelle par une actrice qui affirme avoir été agressée sexuellement lors d'une rencontre professionnelle à son domicile à Paris. Selon ses déclarations, l'incident aurait eu lieu pendant une séance de répétition pour un projet théâtral en préparation, plainte qui se verra être classée sans suite, faute de preuves, bien qu'il s'est vu être foutu en garde à vue en 2024 suite aux plaintes de 2 autres actrices, affaire encore en cours. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony, upon Ronald Lyle Goldman, a human being, as charged in count 2 of the information. Orenthal James Simpson, plus connu sous le nom de O.J. Simpson, est né le 9 juillet 1946 à San Francisco, en Californie. Footballeur américain de l'Université de Californie du Sud, où il remportera le trophée Heisman en 1968, récompensant le meilleur joueur de football universitaire aux États-Unis. Pendant sa carrière professionnelle, Simpson a accumulé de nombreux records et distinctions, dont notamment 5 sélections au Pro Bowl. Après sa retraite du football en 1979, O.J. Simpson s'est tourné vers une carrière d'acteur et de commentateur sportif. Il a fait des apparitions dans plusieurs films et séries télévisées, notamment les légendaires Y a-t-il un flic, aux côtés de Leslie Nielsen. En juin 1994, O.J. Simpson est accusé du meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman à Los Angeles. Sa cavale a littéralement été plus suivie et médiatisée que le putain de Super Bowl qui avait lieu au même moment, et le procès de Simpson, surnommé le procès du siècle, a duré près de 1 an et a été largement médiatisé, retransmis en direct à la télévision, attirant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Malgré les preuves évidentes de sa culpabilité, en octobre 1995, O.J. Simpson est acquitté des accusations de meurtre avec comme seul élément le fait que lors du procès, les avocats de la défense ont fait savoir que le gant trouvé sur la scène de crime ne correspondait pas à la main de O.J. Simpson. L'expression célèbre "If it doesn't fit, you must acquit", utilisée par l'avocat de la défense, est devenue emblématique de cette phase du procès. Autant vous dire que la réaction du public n'était pas au beau fixe. Bien que Simpson ait été acquitté au pénal, il a quand même été jugé responsable de la mort de Nicole Brown Simpson et Ronald Goldman dans une poursuite civile ultérieure, où les familles des victimes ont obtenu une compensation financière, ce qui n'a aucun sens, mais bref. Après le procès, il est devenu une figure controversée, souvent critiquée pour son comportement et ses déclarations publiques. En 2007, Simpson a été impliqué dans une autre affaire judiciaire importante. Il a été condamné pour vol à main armée et enlèvement à Las Vegas, lié à une tentative présumée de récupérer des souvenirs sportifs qui lui avaient été volés. Simpson a été condamné à une peine de prison de 33 ans, mais il a été libéré conditionnellement en octobre 2017 après avoir purgé seulement 9 ans de sa peine, et il est mort récemment à l'âge de 76 ans en avril 2024, ce qui a réjoui énormément de gens, surtout des gens sur Twitter. Bien que certaines personnes continuent de soutenir Simpson, d'autres le voient comme un exemple de privilège de célébrité et de justice différenciée, car on va pas se mentir, cette affaire c'est probablement l'affaire la plus fraudesque de ces dernières décennies. J'imagine même pas les victimes, c'est affreux. En autre personne bien affreuse, on a Bill Cosby. Célèbre acteur et comédien américain et accessoirement accusé par de nombreuses femmes d'agressions sexuelles sur une période étalante sur plusieurs décennies, les premières allégations sérieuses ont émergé dans les années 2000, mais une avalanche d'accusations ont commencé à partir de 2014 lorsque plusieurs femmes ont publiquement accusé Cosby d'abus sexuels, souvent en utilisant des drogues pour les rendre inconscientes. En 2018, il a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée contre Andrea Constand en 2004. Il a été condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison. Ce
procès a marqué un tournant majeur dans les accusations contre Cosby, les tribunaux ayant jugé crédibles les témoignages des victimes. L'affaire a suscité un débat intense sur la culpabilité présumée de Cosby et sur la façon dont la société traite les accusations d'agression sexuelle, en particulier lorsqu'elles impliquent des personnalités publiques bien aimées. Certains ont soutenu Cosby, affirmant qu'il était victime d'une chasse aux sorcières ou d'accusations fausses, tandis que d'autres ont vu les accusations comme une opportunité pour les victimes de faire entendre leur voix. À la suite de sa condamnation, il a vu de nombreux honneurs et distinctions professionnelles lui être retirés, notamment des titres honorifiques de plusieurs universités et collèges, ainsi que la suppression de diverses collaborations et projets professionnels. Phil Spector, producteur de musique légendaire, vous voyez peut-être pas qui c'est notamment lui qui a bossé avec ces mecs-là. Il est accusé d'avoir abattu l'actrice Lana Clarkson dans sa maison à Los Angeles en 2003, après un premier procès en 2007 qui s'est soldé par un jury divisé. Un second procès en 2009 l'a finalement déclaré coupable de meurtre au second degré. Il a été condamné à une peine de 19 ans de prison où il finira ses jours à l'âge de 81 ans. Bertrand Cantat, le chanteur principal de Noir Désir, a eu une carrière musicale remarquable, mais également marquée par une tragédie et une controverse intense, la mort de sa femme, qui est probablement l'exemple le plus connu en France. Né le 5 mars 1964 à Pau, il a fondé Noir Désir en 80 à Bordeaux avec Serge Tissot-Gay, Denise Barthes et Frédéric Vidalanque. Le groupe a rapidement acquis une renommée nationale en France pour son mélange de rock alternatif, de punk et de poésie lyrique, avec des albums acclamés comme Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient et Tostek. Cantat était salué pour ses paroles engagées et poétiques, ainsi que pour sa présence intense sur scène, mais si je vous parle de ce mec, c'est pas pour ses exploits musicaux, loin de là. Juillet 2003, Bertrand Cantat a été impliqué dans un incident tragique. Sa compagne de l'époque, l'actrice Marie Trintignant, est décédée des suites des coups portés sur elle lors d'une dispute dans une chambre d'hôtel à Vilnius, en Lituanie. Cantat a été arrêté et accusé de meurtre. Il a admis avoir frappé Trintignant, mais a affirmé qu'il ne voulait pas sa mort. En 2004, Cantat a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à 8 ans de prison. L'affaire a provoqué un débat intense en France sur la violence domestique, les relations toxiques et la responsabilité des personnalités publiques. Noir Désir s'est dissous en 2010, en grande partie à cause de l'incarcération de Cantat et de la controverse entourant le groupe. Quant à lui, il a été libéré en 2007 après avoir purgé la majorité de sa peine en Lituanie. En 2011, il sort un album solo, Cœur, confronté à des manifestations et des boycotts de la part de nombreux festivals et lieux de concert en raison de la sensibilité entourant son passé. Son retour en France a été largement médiatisé et controversé, certains défendant sa réintégration dans la société et d'autres le critiquant sévèrement. Après sa libération, Cantat a tenté de relancer sa carrière musicale mais a rencontré une résistance significative. Le public ne veut tout simplement plus de lui, jugeant son acte beaucoup trop grave pour être pardonné, malgré qu'il ait purgé sa peine et payé pour son crime. Et ce comportement du public peut s'apparenter à une sorte de deuxième jugement, celui du jugement populaire, qui est pour le coup parfois pire que le jugement du tribunal. Est-ce que vous aussi, vous avez suivi le procès Johnny Depp-Amber Heard? Pour ma part, je l'avais suivi vraiment un peu de loin parce que, pour être honnête, les dramas de célébrités, ça m'intéresse genre 0%. Il y a une très bonne vidéo de Gossip Gloss qui vous raconte tout le procès en détail. Moi, je vais les résumer en très gros. Le procès qui s'est déroulé en 2020 a été l'un des plus gros procès médiatiques impliquant des célébrités et un véritable terrain de laser game géant, j'ai jamais vu ça. Pour résumer en très gros l'affaire, Johnny Depp, acteur célèbre pour ses rôles dans des films tels que Pirates des Caraïbes et Édouard aux mains d'argent, a épousé l'actrice Amber Heard en février 2015 après plusieurs années de relations tumultueuses. Leur mariage a duré moins de 2 ans et en mai 2016, Heard a demandé le divorce, alléguant des différends irréconciliables. Peu de temps après la demande de divorce, Amber Heard a obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre Johnny Depp, affirmant qu'il l'avait physiquement et verbalement agressé à plusieurs reprises pendant leur mariage. Elle a décrit des incidents où Depp l'aurait frappé, poussé et menacé et a montré des photos montrant des échymoses qu'elle a affirmé être dues aux abus de Depp. Les allégations d'abus ont été largement médiatisées, entraînant une polarisation de l'opinion publique. Certains ont soutenu Heard et ont utilisé son témoignage pour sensibiliser aux questions d'abus domestiques, tandis que d'autres ont défendu Johnny Depp, argumentant qu'il était injustement accusé. C'était vraiment la version grandeur nature de tes embrouilles en primaire où tu devais choisir un camp entre Kenza et Lucy, tu vois. Le divorce entre Depp et Heard a été finalisé en janvier 2017 avec un règlement financier de 7 millions de dollars en faveur d'Amber Heard, qu'elle a ensuite fait don à des œuvres de charité. La déclaration commune des deux acteurs a souligné le respect mutuel et a demandé la fin des spéculations médiatiques. En
2018, Johnny Depp a intenté une action en diffamation contre le journal britannique The Sun pour avoir publié un article qualifiant Depp de mari violent par rapport aux allégations d'Amber Heard. Le procès a été particulièrement médiatisé aussi, avec des témoignages de Depp et Heard mettant en lumière leur version opposée des événements. En novembre 2020, la Haute Cour de Londres a rendu son verdict dans le procès en diffamation de Johnny Depp contre The Sun. Le juge a statué en faveur du journal, déterminant que l'article était substantiellement vrai. Ce verdict a eu un impact significatif sur la réputation de Depp et a entraîné sa défaite dans d'autres procédures judiciaires liées aux allégations d'abus domestiques. Bon, le procès, c'était une véritable blague, entre les dizaines de mèmes sur les réactions de Amber Heard, les mensonges et le fameux caca sur le lit. Mais au-delà de ça, on a pu observer un véritable engouement et une dévotion de la part des deux parties, que ce soit les pro-Depp ou les pro-Heard, on dirait les élections américaines. Les gens étaient littéralement ultra concerned, ils attendaient les news autant que moi j'attends un nouvel album des Arctic Monkeys. Et en vrai, c'est normal, quand tu aimes une personnalité publique à travers son taf, c'est un sentiment très humain d'éprouver de la sympathie pour la personne elle-même, enfin, ce qu'on pense être la personne. Cette relation parasociale est de plus en plus traitée, que ce soit par vos youtubeurs favoris ou dans des études scientifiques. Essayez de comprendre pourquoi nous entretenons cette relation si ambiguë et spéciale avec nos stars, nos artistes préférés, bah c'est archi intéressant. Ce tribunal populaire cependant possède beaucoup de failles que l'on a pu observer via diverses shitstorms de personnalités publiques qui se sont avérés être des coups montés. Je pense notamment à Keanu Reeves, le Jesus-like originel, accusé en 2010 par une Canadienne d'être à l'origine de l'abandon de 4 de ses soi-disant enfants biologiques. Les tests de paternité prouveront plus tard le contraire. Adam Levine, le chanteur du groupe Maroon 5, accusé en 2016 de violences infantiles et conjugales par un anonyme. L'enquête est classée sans suite jusqu'à ce qu'on démontre l'absence de blessures chez sa femme et sa fille. En France, un peu plus cocasse, Nagui, célèbre présentateur télé, accusé en 2020 de mutiler des chevaux, rumeurs qui seront bien évidemment prouvées comme fausses. À plus petite échelle, on se rappelle de Thomas Sirix, ex-membre de Voxmaker, accusé à tort en 2019 par les membres du groupe lors de l'opération Mai 68 de harcèlement moral et sexuel, manipulation, gestion calamiteuse de Voxmakers et bien d'autres. Philippe Cobert, acteur et dramaturge français renommé, a quant à lui été accusé d'agression sexuelle par Solveig Alloin, une activiste politique française. Mais si, vous voyez bien qui c'est. Ne nous mangez pas! Non! L'incident aurait eu lieu en 2010 lors d'une tournée de la pièce Adieu Ferdinand, dirigée par Cobert. Elle a déclaré avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles non consenties après une soirée arrosée. Philippe Cobert a initialement nié les accusations et a qualifié l'incident présumé de relation sexuelle consensuelle. Il a déclaré qu'il s'agissait d'une relation passagère et a rejeté les allégations de viol avec véhémence. Il a également critiqué la publicité autour de l'affaire, affirmant que cela nuisait à sa réputation et à sa carrière. En février 2019, le parquet de Créteil classe la plainte sans suite en soulignant que les accusations de violence ou de menaces ne sont corroborées par aucun élément objectif, ni certificat médical pour le premier cas, ni le moindre des SMS que la plaignante dit avoir reçus dans le second. L'admiration professionnelle, voire la fascination que Madame Alloin vouait à Monsieur Cobert ne peut, s'agissant d'une relation entre adultes, être considérée comme une emprise intellectuelle l'ayant privé de son libre arbitre, constitutive d'une contrainte en sens pénal, écrit le parquet. Son avocat, Maître Marie Dassé, se prononce sur l'affaire. Il n'est pas question de remettre en cause le mouvement de libération de la parole de la femme, victime de violences sexuelles, mais il est nécessaire que les avocats comme les journalistes s'interrogent sur l'opportunité de médiatiser de manière outrancière une simple plainte émanant d'une seule personne, et à un stade où pas la moindre investigation n'a encore été menée pour mesurer sa crédibilité. Dans cette affaire, la réputation d'un homme a été littéralement laminée, ce qu'il a vécu est d'une violence qu'on a peine à imaginer. On est là, face à un désastre sur lequel les médias seraient bien inspirés de s'interroger. Ouais, les médias, le public. Qu'est-ce qui se passe quand le jugement est populaire et qu'elle échappe à tout contrôle de la justice? Qu'est-ce qui se passe quand la foule décide de rendre sa justice elle-même? Récemment, on a eu l'exemple d'Alex Kister, le créateur de Mandala Catalogue, qui a été pris dans une massive controverse après avoir été accusé dans un thread longueur, amenant à une massive shitstorm, Feldup ayant carrément mis sa vidéo en privé, pour qu'au final, toute l'affaire soit débunk. Ce n'est pas un cas isolé, c'est réel, on en a vu des créateurs ou créatrices de contenu, personnalités publiques, être exposées par des personnes avec de mauvaises intentions. Je tiens à préciser que ces cas restent de l'ordre de l'exception. Quand une ou plusieurs personnes exposent une ou plusieurs personnes, c'est malheureusement bien trop souvent réel. Toutes les personnes dont j'ai parlé, elles ont un point commun, le fait qu'elles étaient massivement suivies et que l'annonce de leurs agissements a créé un véritable raz-de-marée chez les fans, qui pour la plupart sont tombés de haut suite à ces accusations. Car oui, on l'a tous déjà vécu, même ceux qui veulent pas l'assumer, on vous voit, mais en tant qu'être humain, c'est normal de ressentir de l'admiration et d'idéaliser des personnes qui produisent des créations qui résonnent en nous, qui nous parlent. Mais j'aimerais mettre les choses au clair sur un point, je pense pour moi qu'il faut faire la différence entre un acte immoral et un acte illégal. Un acte illégal est une action qui enfreint les lois en vigueur dans un pays
ou une juridiction donnée. Les lois sont des règles formelles établies par des autorités gouvernementales et sont accompagnées de sanctions pour ceux qui les violent. La légalité est objective et codifiée dans des textes de loi. Elle est généralement uniforme dans une juridiction spécifique. Après, je fais des généralités, t'auras toujours des pays pour voter des lois de merde. Un acte immoral, par contre, c'est un acte qui va à l'encontre des normes et des principes éthiques ou moraux d'une société ou d'un individu. Ces normes sont souvent basées sur des croyances culturelles, religieuses ou philosophiques. Genre, un acte jugé immoral dans un pays ne le sera pas forcément dans un autre pays, je sais pas si vous comprenez. La morale, c'est subjective et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, d'une culture à une autre et d'une époque à une autre. Certains actes peuvent être à la fois immoraux et illégaux. Par exemple, le meurtre est généralement considéré comme immoral pour la plupart des systèmes de croyances et est également illégal, je pense pas trop me tromper en affirmant ça. Un acte peut être immoral mais pas illégal, par exemple trahir un ami en révélant un secret personnel peut être jugé immoral pour beaucoup, mais il n'y a pas nécessairement de loi l'interdisant. Un acte peut être illégal mais pas nécessairement immoral selon certaines perspectives. Par exemple, certaines personnes peuvent juger que le téléchargement illégal de musique ou de films n'est pas immoral, même s'il est illégal. L'exemple le plus flagrant, c'est la culture des lolitas au Japon et des filles très très mineures. Je vous envoie vers cette vidéo de Louis San si vous voulez diguer un peu plus le sujet. D'ailleurs, en parlant de ça, Bastien Vives est un auteur de bande dessinée français né le 11 février 1984 à Paris. Il est l'un des créateurs les plus prolifiques et reconnus de sa génération, avec un style distinctif et une capacité à aborder une grande variété de genres et de thèmes, et parmi ces thèmes, il y en a un qui n'a pas été au goût de tout le monde. Certaines de ses bandes dessinées, notamment Paulina et Le goût du chlore, ont été largement acclamées, cependant d'autres œuvres telles que Petit Paul et Les melons de la colère ont suscité des critiques sévères pour leur contenu sexuellement explicite et pour certaines représentations de mineurs. Petit Paul en particulier a été accusé de promouvoir la pédophilie en raison de sa représentation graphique et explicite d'un enfant dans des situations sexuelles. Cette bande dessinée a provoqué une indignation publique et a conduit à des appels au boycott de l'œuvre et de son auteur. La polémique autour de Bastien Vives a atteint un point culminant lorsqu'un festival de bande dessinée a décidé de retirer une exposition consacrée à son œuvre en raison de la pression publique et des préoccupations exprimées par les visiteurs. Cette décision a déclenché un débat sur la censure, la liberté artistique et les responsabilités des créateurs vis-à-vis de leur public. Et franchement, ça me fait bien chier parce que Bastien Vives, c'est l'auteur d'une de mes bandes dessinées préférées de tous les temps et par extension une des séries qui m'a le plus marqué dans ma vie, Last Man. Malgré ces controverses, Vives a également reçu du soutien de la part de certains collègues et défenseurs de la liberté d'expression qui estiment que l'art doit pouvoir aborder des sujets sensibles et controversés sans être censuré. Ils soutiennent que la fiction et l'art graphique doivent avoir le droit de choquer et de provoquer la réflexion, même si cela implique de traiter des thèmes dérangeants. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien The Strokes. Non, plus sérieusement, depuis le plus longtemps que je me souvienne, j'ai jamais été trop une fangirl. J'ai pas relate aux périodes des boys bands, genre pendant que mes potes meufs, elles avaient des espèces de posters de Liam, des One Direction, je sais pas quoi, genre mes périodes sombres, tu vois. Moi, je relatais pas beaucoup à ça. Mais depuis quelques années, et lié à des problèmes perso, un des exutoires que j'ai trouvé pour aller mieux, c'est la musique. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et quand tout va mal autour de toi et que tu te mets à poncer un artiste en particulier, ça arrive de se sentir proche de celui-ci. Souvent, quand on aime les créations d'un artiste, on a tendance à s'imaginer que la personne derrière est incroyable, waouh, trop beau, trop marrant, belle bille. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai vécu ça. Si je vous parle de mes expériences perso, c'est parce que je tiens à vous faire comprendre que avoir des moments de fangirl ou de fanboy, c'est pas grave, c'est humain et c'est tout à fait normal, quand ça va pas trop loin, bien sûr, faut doser. Maintenant, j'ai le plaisir de vous introduire dans un de mes groupes de rock préférés de tous les temps, The Strokes, et plus particulièrement son frontman, Julian Casablancas. Alors, très rapide, The Strokes est un groupe de rock américain formé à New York en 1998, composé à l'origine de Julian Casablancas, Nick Valenci, Albert Hammond Jr., Nicolas Freiture et Fabrizio Moretti. Le groupe est souvent crédité pour avoir revitalisé le rock garage et indé et influencé une nouvelle vague de rock au début des années 2000, avec notamment des albums devenus légendaires comme Is This It et Room on Fire. Plus récemment, en 2020, en plein Covid, ils nous ont drop The New Abnormal, qui est un véritable chef-d'œuvre que je vous conseille d'aller écouter si c'est pas déjà fait. Les frérots, ça fait plus de 20 ans qu'ils nous dropent des dingueries et qu'ils régalent leur public. Enfin, ça, c'est pas vraiment l'avis des gens qui sont allés les voir en concert. Problème d'alcool sur scène, chansons massacrées, sentiment de nonchalance. Pour des concerts où les prix des places peuvent frôler l'indécence, je peux comprendre que ça puisse faire mal au cul. Julian Casablancas,
C'est un personnage assez difficile à cerner. Au début de la carrière de The Strokes, il a été ouvert sur ses problèmes d'alcool. Il a souvent mentionné que la consommation d'alcool était une part importante de la vie du groupe, surtout dans les premières années. Dans le milieu des années 2000, Casablancas a décidé de réduire sa consommation pour se concentrer davantage sur sa musique et sa santé. Cette décision a eu un véritable impact sur la dynamique du groupe, mais a été largement perçue comme une étape positive pour lui. Malheureusement, beaucoup de rumeurs tendent à dire qu'il n'a jamais vraiment arrêté, vu son état sur scène, sur certains de ses concerts en bref. Les relations entre lui et les autres membres du groupe ont parfois été tendues, notamment en ce qui concerne le processus de création. Je sais pas, pendant par exemple l'enregistrement de l'album Hungles, Casablancas a pris ses distances en voyant ses parties vocales par email au lieu de participer aux sessions d'enregistrement. Putain, c'est vraiment un gamin. En 2009, il sort un album solo intitulé Phrases for the Young, marquant une divergence artistique par rapport à The Strokes. D'ailleurs, ses projets solo ont parfois été perçus comme une compétition avec le travail du groupe. En 2013, il forme aussi The Voids, explorant des sons plus expérimentaux. Ça a alimenté pas mal de rumeurs de tensions continues avec The Strokes, bien que Julian Casablancas ait toujours insisté sur le fait que ses projets parallèles n'affectaient pas son engagement envers le groupe. Mais de tous ces choix les plus douteux, la partie la plus visible et celle qui fait le plus parler d'elle, c'est les différents comportements qu'il a vis-à-vis de ses fans, et notamment des meufs. Des rumeurs tiendraient à prouver que The Strokes aurait la fâcheuse tendance à organiser leurs concerts dans certains lieux bien précis, notamment en Amérique latine, là où la communauté de groupies est la plus investie, dans le seul et unique but de... Ah, vous avez compris quoi. Les légendaires after-parties de The Strokes ne sont plus vraiment un secret pour tout le monde. Il y a aussi la fois où lors d'une after-party à 500 balles, Casablancas s'est pointé 5 secondes et s'est barré pour ne jamais revenir. Ces légendaires posts sur Insta et Twitter, le fait qu'il ait 45 ans et qu'il sorte avec une nana de 22 ans, bref, il a souvent été comparé à son daron pour ça d'ailleurs, un certain John Casablancas, fondateur de l'agence de mannequins Elite Model Management, qui... est impliqué dans pas mal de controverses avec Epstein notamment, mais la vidéo elle dure déjà 3 heures donc c'est bon. Vous avez compris, le gars vit la plus grosse crise de la quarantenaire que j'ai jamais vue de toute ma vie, en plus d'être un weirdo. Pour ma part, quand j'ai digue un peu dans toutes les controverses autour de ce type, j'étais vraiment fascinée par le nombre de topics sur lui et les commentaires de gens qui étaient archi concerned par ses agissements et même sa santé physique et mentale. Ça peut autant amener à de bonnes choses pour moi comme le mouvement Free Britney par exemple, mais je trouve que dans la majorité des cas, c'est hyper intrusif et souvent très en dehors de la réalité. Car oui, on ne connaît pas leur vie, même si leurs moindres faits et gestes sont scrutés, balancés sur les réseaux, jugés et débattus par des milliers de personnes, la plupart des faits ne sont pas connus du grand public. Il y a toujours une part d'ombre, des faits que l'on ne peut pas savoir à moins d'être vraiment proche de la personne, ce qui n'est pas le cas ici. Il ne faut pas oublier que nos idoles et les stars restent avant tout des humains, que ça leur arrive de se gratter les couilles devant la F1 le dimanche matin, de se retourner pour admirer le rondin qu'ils viennent de lâcher dans les chiottes, avec des qualités et des défauts, et ces défauts sont exacerbés du fait de leur notoriété. Ça me rappelle aussi, en juin 2023, quand Léo Grasset avait été accusé publiquement par plusieurs femmes de harcèlement sexuel, de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles. Les accusations avaient été révélées dans une enquête de Mediapart notamment. 8 femmes ont témoigné contre lui, décrivant des comportements allant du harcèlement moral et sexuel à des agressions physiques. Les accusations couvrent une période de plusieurs années. La communauté des vidéastes et des fans ont été choqués par ces révélations. De nombreux créateurs de contenu et collègues de Grasset avaient même exprimé leur soutien aux victimes présumées et avaient pris leur distance avec lui. Suite à ça, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour examiner les allégations portées contre lui. Les procédures légales sont encore en cours pour déterminer la véracité des accusations et les mesures à prendre. Grasset a nié les accusations portées contre lui, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à quiconque dans une vidéo qu'il a sortie quelques mois après un long silence des réseaux. Et moi, bah ça me fait chier parce que j'aime bien la chaîne, j'ai appris énormément de choses avec les vidéos de Dirty Biology, mais est-ce qu'on peut continuer à regarder un youtubeur qui est accusé de choses aussi graves? C'est la question que beaucoup de gens se sont posées. L'affaire a relancé le débat sur la responsabilité des créateurs de contenu et sur la culture du silence qui entoure souvent les comportements inappropriés dans les milieux professionnels et créatifs. Depuis septembre 2023, et après avoir été entendu par la police, plus aucune nouvelle de l'affaire. Et je pense que c'est pas plus mal. Je pense que dans ce genre de situation, le move de disparaître et de laisser l'enquête de police se faire est plutôt appréciable pour éviter justement d'attiser la foudre des viewers et d'obstruer l'enquête de police. Ces artistes, chanteurs, créateurs de contenu, bah je les kiffe. Last Man, ça a été une des séries qui m'a le plus inspiré dans mon travail artistique. The Strokes, c'est un de mes piliers musicaux les plus importants et j'ai appris énormément de choses avec les vidéos de Dirty Biology. Et petit à petit, je suis venue à me poser cette question qui est littéralement le titre de la vidéo à la base et on y vient. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?
Oui. Non, plus sérieusement, je pense que répondre à cette question, c'est impossible. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous en pensiez d'ailleurs, vous avez été extrêmement nombreux à me répondre et franchement, merci beaucoup pour vos retours, toujours constructifs. Il y a des gens qui étaient pour, d'autres contre, d'autres un peu mitigés et c'est normal. En fonction du passé de chacun, on aura une vision différente de la question. En vrai, moi perso, je pense quelqu'un genre qui est accusé de la couleur violette. Perso, je dirais tant que les faits ils sont pas genre s'ils sont faux, genre je continue par exemple à écouter de la musique ou à voir les films ou n'importe quoi. Mais sinon, si tout est vrai, en vrai je pense j'arrêterai soit d'écouter la musique parce que l'argent ira à cette personne. Si par exemple la personne est accusée de... Ok, si c'est accusé de viol... En fait, j'attendrai les preuves parce que sinon j'écouterai toujours en soi, mais j'arriverai jamais à séparer l'artiste de la musique. Par exemple, dans un produit d'un artiste, genre par exemple une musique, l'artiste a tellement mis de sa personnalité dedans que tu peux pas dissocier les deux. C'est ça, voilà. Parce que je sais que c'est un truc qui est revenu souvent dans les débats que j'ai eu avec des gens, c'est le côté tu peux pas séparer justement genre parce que la création d'une personne c'est tellement genre son opinion, c'est sa vision des choses que t'arrives pas à séparer les deux. Et du coup dans un cas où la personne elle a fait des choses soit moralement soit illégalement répréhensibles, les personnes n'arrivent pas à dissocier les deux, tu vois. D'un côté, certains pensent que l'œuvre d'art peut être appréciée indépendamment de la vie et des actions de son créateur. Les qualités esthétiques, émotionnelles et intellectuelles de l'œuvre peuvent exister en dehors du contexte personnel de l'artiste. Les œuvres d'art peuvent avoir un impact significatif et positif sur les individus et les sociétés, indépendamment des comportements ou des convictions personnelles de l'artiste. Des œuvres créées par des individus controversés peuvent toujours inspirer, éduquer et apporter du plaisir. En refusant de séparer l'homme de l'artiste, on risque de perdre ou de censurer des œuvres importantes de notre patrimoine culturel. L'histoire de l'art est pleine de figures controversées qui ont pourtant apporté des contributions majeures. À un certain point, les œuvres sont tellement appropriées par les viewers et les fans que l'on peut même parler de mort de l'auteur. Le meilleur exemple restera pour moi J.K. Rowling. En mode, est-ce que les gens doivent arrêter de regarder Harry Potter parce que J.K. Rowling fait que d'ouvrir sa gueule sur Twitter sur des sujets dont déjà personne lui demande, tu vois. Genre honnêtement, elle parle un peu trop pour dire des conneries, tu vois. Est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut boycott tout Harry Potter? Bah en fait on l'a vu que les gens n'ont pas boycott Harry Potter, du coup les gens ont juste boycott J.K. Rowling et sont carrément venus à faire disparaître J.K. Rowling des crédits de sa propre création. Genre les gens disent que c'est pas J.K. Rowling qui a créé Harry Potter, les gens font des blagues sur le fait que c'est quelqu'un d'autre, tu vois. De l'autre côté, d'autres pensent que les artistes ont une influence significative sur la société. En soutenant leurs œuvres, on peut involontairement soutenir ou minimiser leur comportement répréhensible. Il est important de tenir les artistes responsables de leurs actions, surtout si elles sont nuisibles. Continuer à célébrer et à consommer les œuvres d'artistes ayant commis des actes répréhensibles peut être perçu comme une insulte ou un traumatisme supplémentaire pour les victimes de leurs actions. Certains estiment que la consommation de l'art est une extension de leur valeur personnelle. S'ils trouvent les actions de l'artiste moralement inacceptables, ils choisissent de ne pas séparer l'œuvre de l'artiste par cohérence personnelle et éthique. Polanski est un réalisateur acclamé mais également un fugitif accusé de viol sur mineur. Certains continuent de célébrer ces films pour leur valeur artistique, tandis que d'autres refusent de les consommer en raison de ses actions criminelles, même si la victime elle-même l'a pardonné et continue de demander qu'on le laisse tranquille. Le roi de la pop a laissé un héritage musical indéniable, mais les accusations d'abus sexuels sur mineurs ont poussé beaucoup à réévaluer leur relation avec sa musique. Comme mentionné avant, certaines œuvres de Vives ont été critiquées pour leur contenu, et ses comportements en ligne ont également été controversés. Le débat autour de son travail reflète cette question de la séparation entre l'homme et l'artiste. Mais est-ce que c'est pas intéressant aussi de se pencher sur le fait que, surtout par exemple dans la musique ou dans le cinéma, une production, c'est jamais juste une seule personne, tu vois, par exemple Mélanie Martinez, il y a des gens derrière, tu vois. C'est pas juste elle qui drop des sons dans sa chambre et, tu vois, c'est genre tout un... T'as des producteurs derrière, t'as les gens qui font sa pub, t'as les graphistes aussi, les gens qui bossent pour sa DA, tu vois. Et du coup, est-ce que, justement, la boycott comme ça créerait pas des problèmes? Ça serait pas genre les personnes qui bossent autour d'elle seraient pas des dommages collatéraux du coup de ces conneries, tu vois? C'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que oui, effectivement, je comprends, tu vois, genre même moi en vrai, ça me ferait chier, tu vois, genre qu'un de mes artistes préférés il soit call out pour avoir fait des dingueries. Derrière, tu te dis putain, quand t'écoutes les musiques par exemple et que tu écoutes les lyrics,
et que tu te dis mais en fait c'est de l'hypocrisie, tu vois, un petit peu, parce que c'est des lyrics qui sont porteurs d'espoir, c'est des lyrics qui vibrent en toi en mode putain je relate tellement à cette musique parce que genre ça parle de ça ça me fait penser à ma vie, ça me fait penser à machin, et en fait tu te rends compte que l'humain derrière c'est un fils de pute, tu vois. Tu te dis mais c'est de l'hypocrisie, c'est chiant, tu vois, mais derrière boycotter par exemple, genre toute une musique, toute une création derrière, ça boycotte aussi toutes les autres personnes derrière qui ont bossé là-dessus, tu vois, dans les artistes, le label derrière qui a rien demandé. C'est compliqué en vrai. Autre exemple, je suis sûre que vous connaissez cette musique. Mais est-ce que vous saviez que le batteur était genre un giga agresseur? Mais est-ce que c'est une raison pour cancel le groupe, enlever tous les posts sur les réseaux sociaux avec cette musique? Est-ce que c'est une raison d'arrêter de consommer une création artistique quelle qu'elle soit? En fait, il faudrait que la SACEM en France soit régulée de manière à ce qu'elle gèle les revenus des artistes condamnés tout en continuant à verser les bénéfices. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que j'en ai discuté avec genre le mec de ma mère aujourd'hui, par exemple, tu vois, et on était en mode, en vrai... justement le problème des fonds qui sont reversés, genre par exemple genre je sais pas, Roman Polanski qui continue de toucher des royalties alors que le mec est un fugitif, tu vois, est-ce que ça serait pas bon justement de couper genre les revenus de ces créations à ces personnes-là qui sont condamnées et qui sont des fugitifs, qui sont condamnés pour des choses graves, mais en continuant de reverser du coup au label, à la société de production? Ça peut être quelque chose d'intéressant, tu vois. Pour moi, la décision de séparer ou non l'homme de l'artiste est profondément personnelle et dépend de nombreux facteurs, y compris les valeurs individuelles, l'impact des actions de l'artiste et la nature de l'œuvre en question. Il n'existe pas de réponse universelle et chaque personne doit faire son propre jugement en tenant compte de ces divers aspects. Mais pour moi, je le sépare clairement pas l'homme de l'artiste, parce que en fait, une œuvre, c'est quelqu'un qui l'a créée, et ce quelqu'un, elle a fait des actions, des actes, et ça se répercute forcément sur son art, parce qu'il a été construit dans un environnement social, et donc son environnement social a aussi un peu conditionné son art, et donc voilà, et ses actions ça répercute, en fait, pour moi, tout se snowball, et donc en fait c'est assez difficile de séparer l'homme de l'artiste, très clairement pour moi. Même si la chanson te plaît, est-ce que tu peux, si c'est vraiment le problème de générer de l'argent à cette personne, est-ce que juste tu la download et tu l'écoutes en stream de ton côté sans générer d'argent? La question se pose après, voilà, moi je sais que en fait l'art de la personne me dégoûte, du coup, en fait, quand je sais que quelqu'un qui a par exemple fait de la musique, quelqu'un qui fait une chanson que je kiffe, en fait je me dis putain, ok, l'artiste il est chaud, il a vécu telle chose qui a amené à faire telle chanson. En fait, quand je me dis en fait ce mec que je l'écoute parce que je sais que je me reconnais dedans, en fait il a fait des trucs dont je me reconnais pas du tout. Et du coup, juste, je vais plus me reconnaître dans la chanson, et en fait, automatiquement, ça va me dégoûter et je vais plus du tout. Et c'est pour ça que je vais vous redemander, s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires, respectez-vous les uns les autres. La pluralité d'opinion, c'est archi important, et je compte vraiment sur vous pour rester courtois. C'est un luxe qu'on donne qu'aux artistes, pourtant, on ferait jamais ça à un pâtissier boulanger, en mode certes, le boulanger était raciste, mais son pain, il est bon. Putain, j'avoue. En vrai, on sépare pas le pain du boulanger, tu vois.